Eh bien, bonsoir à tous. Merci de nous retrouver ce soir. Je vous remercie de votre présence et de l'intérêt que vous portez à ce quatrième rendez-vous virtuel du Creux. Je me présente, je suis Stéphanie Magna, je suis salariée en tant que chargée de mission au sein du comité régional d'équitation de Provence-Alpes-Côte d'Azur, en charge notamment d'actions de développement, dont le développement durable. Ce webinaire s'intègre dans la dynamique du Creux partenaire avec la filière cheval Sud-PACA sur la sensibilisation des centres équestres au développement durable. En effet, dans le choix initial des thématiques, le retour des clubs, suite à l'enquête menée par le comité régional d'équitation, avait montré le souhait d'aborder aussi le thème de la bientraitance animale. À cette attention, nous avons ainsi créé une commission éthique et qualité de vie au sein du comité régional d'équitation. Elle est présidée par Fanny Sablot, qui est là ce soir, à qui je vais laisser la parole juste après. Et c'est cette commission qui a porté ce projet et l'intervention de ce soir. Je vous donne quelques précisions avant de commencer. Donc, le webinaire est enregistré, il sera proposé en replay. Une enquête de satisfaction vous sera adressée par mail comme habituellement. Merci de prendre le temps d'y répondre, cela nous est très utile. Le succès de ce webinaire nous a conduit à paramétrer un peu différemment l'organisation de cette soirée. Vous n'avez pas la possibilité d'intervenir directement. Je vous encourage donc à poser vos questions par écrit. Nous avons en bas un petit onglet juste à côté du forum discussion qui s'appelle Q&R. C'est en fait questions-réponses. Nous chargerons de poser les questions oralement à Hélène Roche à l'issue de sa présentation. Bien évidemment, si nous n'avons pas le temps de tout traiter ce soir, n'hésitez pas à nous solliciter par mail pour répondre aux éventuelles interrogations persistantes. Enfin, je vous informe que nous poursuivrons cette action via l'organisation d'un dernier webinaire pour clôturer cette session de sensibilisation au développement durable. Ce webinaire abordera les outils pédagogiques et les bonnes pratiques. Il est déjà prévu le mardi 22 juin à 18h30. Nous aurons notamment la participation d'un interlocuteur de la Fédération française d'équitation. Je vous remercie de votre attention et je laisse la parole à Fanny Sablot pour présenter l'intervention d'Hélène Roche. Merci Stéphanie. Donc je suis Fanny Sablot, je suis la présidente de cette nouvelle commission, donc éthique et qualité de vie. Cette commission a été créée dans le but d'aider les clubs, les écuries de propriétaires, les écuries de manière générale, à améliorer ou voire simplement à optimiser la qualité de vie des chevaux, de nos chevaux. Quand je dis les chevaux, c'est les chevaux, les poneys, hein, ce sont les équidés. Et qui dit optimisation de la qualité de vie des chevaux, dit aussi amélioration de la qualité de vie des humains, de nous qui travaillons avec. On va le voir notamment ce soir quand on va parler du foin. Les trois premiers postes, entre guillemets, ou les trois premières thématiques qui nous ont semblé importants, essentiels pour la qualité de vie des chevaux, et qui va améliorer la nôtre aussi, c'est d'une part que les chevaux puissent avoir accès à du foin ou de l'herbe à volonté, d'une part. Donc ça, c'est ce qui va nous occuper ce soir. Deuxièmement, le deuxième poste qui nous paraît vraiment primordial, c'est qu'ils puissent faire un exercice libre quand ils le souhaitent, c'est-à-dire en fait que les chevaux puissent sortir, qu'ils ne restent pas au box H23. Et troisième point, qu'ils puissent avoir des contacts avec les autres chevaux. Voilà, donc ça, ce sont vraiment les trois points essentiels pour qu'on ait des chevaux qui aillent bien. Donc ce soir, la commission s'attelle, si je puis dire, au premier poste, donc le foin ou l'herbe à volonté. Et les deux thématiques suivantes, à savoir donc la sortie des chevaux, enfin que les chevaux puissent être dehors le plus possible et avoir des contacts sociaux. Alors, ces deux thématiques seront réunies en une conférence qui aura lieu a priori en septembre. La date n'est pas tout à fait fixée encore. Voilà, mais ce sera donc la deuxième partie, ça sera la suite. Et donc, c'est Hélène Roche, qui est éthologiste, qui va nous en parler. Alors, Hélène, donc, elle est scientifique, donc éthologiste, elle est scientifique autour du cheval. Et elle a aussi une grande expérience de terrain
alors avec les chevaux évidemment, mais aussi avec le monde équestre de manière générale, avec les dirigeants, les cavaliers, les soigneurs, enfin tous les gens qui gravitent autour des chevaux. Et je trouve qu'elle arrive très bien à faire le lien entre les connaissances scientifiques qui ne cessent de progresser et leur application sur le terrain. Donc c'est pour ça qu'il m'a semblé qu'elle était particulièrement bien placée pour parler de ces trois thématiques. Donc on retrouvera Hélène. Donc ce soir on va parler du foin à volonté et on la retrouvera donc au mois de septembre pour les deux thématiques suivantes. Voilà. Donc je vais laisser la parole à Hélène. Voilà. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Je vous remercie d'être présent et donc faites-moi signe, peut-être Fanny ou Stéphanie, pour me dire si c'est bon pour le son. C'est bon pour le son. C'est bon pour le son, merci. Donc hop, je réduis les petites vidéos et comme ça prend plus de place sur mon écran. Comme vous l'avez constaté, j'ai pas mis ma vidéo. Veuillez m'excuser de cette indélicatesse, mais c'est pour des raisons de bande passante, parce que dans mon Aveyron profonde, nous n'avons pas la fibre. Donc c'est un peu, voilà, j'essaie de faire au mieux. Donc déjà, ça passe bien. Donc voilà, à la fin de la présentation, j'essaierai de remettre la vidéo quand il n'y aura plus de diaporama pour essayer d'échanger de façon plus conviviale, en tout cas en ayant mon visage à l'écran. Mais pour l'instant, je fais exprès donc, de ne pas mettre ma vidéo pour des raisons techniques. Donc, en effet, ma spécialité, c'est de faire le lien entre science et terrain. Et la particularité aussi que j'ai, c'est que je me déplace dans toute la France, un petit peu en Suisse et en Belgique aussi. Donc, ça me permet de voir aussi les pratiques des uns et des autres et de faire le partage lors de des formations que j'anime, à la fois des aspects scientifiques, on va dire théoriques, et aussi des applications concrètes qu'on peut voir sur le terrain, et donc des retours d'expérience qui avancent presque plus vite parfois que la science, puisque chacun expérimente aussi des choses chez lui ou chez elle. Donc c'est aussi ça que je vais vous partager lors de ces présentations. Donc cette première présentation sera suivie d'un petit temps de questions, donc à peu près 30 minutes de présentation, suivi d'environ 30 minutes de questions à suivre. Donc on a choisi, comme Fanny vous l'a dit, de parler d'un besoin fondamental du cheval, c'est celui de manger des fibres. Donc c'est notre sujet qui nous réunit ce soir. J'essaie de passer la diapo. En général, ça s'endort un peu. Voilà. Normalement, vous avez la diapo suivante. Donc, comme le disait Fanny, cette préoccupation pour le bien-être des chevaux, c'est quelque chose qui est vraiment recherché, je pense, par tous les acteurs de la filière. Et on va dire dans les choses relativement récentes, vous avez certainement eu l'information que donc, la filière s'est réunie et a signé une charte en 2016. Donc les acteurs les signataires de cette charte, ce sont les vétérinaires, donc l'association vétérinaire équine française, le groupement hippique national, la Fédération française d'équitation, la Fédération nationale du cheval, donc syndicat des éleveurs, et les courses avec Le Trot et France Galop. Donc tous se sont concertés autour de points d'engagement communs, à la fois, je pense, sous une pression sociétale qui est bien présente, qu'on constate de manière vraiment récurrente et depuis 2016 encore plus présente, je dirais, dans les médias, qui est liée à la fois à une évolution de notre société. Le bien-être, c'est pas que dans le milieu du cheval. Je pense que si vous revenez un petit peu en arrière, ne serait-ce que 10 ans en arrière, le mot bien-être était très peu employé et maintenant on l'a un petit peu à toutes les sauces, mais pour nous, dans notre monde humain compris, c'est-à-dire qu'on va parler de notre bien-être au travail, dans nos entreprises, dans nos loisirs, etc. Et on a un regard qui change sur comment nous on vit et comment aussi on interagit avec les autres êtres vivants et avec les animaux. Et donc la société aussi nous interroge sur la manière dont on traite nos chevaux et poneys. Et parallèlement, il y a une évolution des connaissances scientifiques
avec tout ce qu'on sait d'attribution, de caractéristiques de sensibilité notamment qu'on accorde en gros à beaucoup d'êtres vivants et notamment les animaux. Et donc cela nous amène à changer notre regard et nos pratiques aussi par rapport aux chevaux. Et donc cette charte, elle est sous 8 points. Alors je ne vais pas la détailler, mais par contre je vais revenir sur 2 de ces points-là. Donc la filière s'est engagée sur donc la mesure numéro 2, elle s'engage à garantir un approvisionnement en eau et en aliments suffisant et adapté aux besoins physiologiques et comportementaux. Alors, il y a un micro qui est en route qu'il faudrait certainement couper. Les besoins physiologiques et comportementaux des chevaux, ainsi qu'à l'intensité du travail qui est demandée. On a aussi, donc ça, clairement, on voit le lien avec la thématique de ce soir, l'alimentation dont je vais parler, et redéfinir tout ça, et puis les aménagements qu'on peut faire, les points d'intérêt et d'attention qu'on devrait avoir aussi. Et il y a un lien assez direct avec la mesure numéro 7, qui est celle de s'engager à prévenir ou soulager la douleur de nos équidés. Donc, prévenir ou soulager la douleur, on peut se dire l'alimentation, je ne vois pas trop le lien. En fait, on va voir qu'il y a pas mal de cas où si on déroge à certaines règles, on met très vite en péril la santé du cheval et on peut très vite générer de l'inconfort, voire de la douleur. Donc, je pense que cette mesure-là, la mesure numéro 7, en fait, elle est intimement liée avec l'alimentation. Donc, les besoins fondamentaux des chevaux, il y en a plusieurs, Fanny les a rappelés. Donc, il y a l'alimentation, la possibilité de se mouvoir librement et interagir avec des congénères. Ce soir, on va parler donc de cette possibilité de s'alimenter de façon quasi continuelle à base de fibres. Et c'est un besoin qui est à la fois comportemental, qui est moi et ma partie, et à la fois physiologique. Donc là, qui intervient sur le système digestif, le fonctionnement du corps, la biologie. Donc ce sujet, il est aussi à l'interface de plusieurs disciplines, et notamment la médecine vétérinaire. Donc il y a certains sujets que je vous inviterai à creuser aussi auprès des vétérinaires ou à vous documenter sur certains aspects, et je vous soulignerai quelques points bien spécifiques. Alors aujourd'hui, dans les études scientifiques de par le monde, qu'on s'intéresse aux chevaux en France, en Europe, donc dans d'autres pays que le nôtre, mais en Europe, aux États-Unis, au Japon, en Australie, en Nouvelle-Zélande, on se rend compte que lorsqu'on restreint la quantité de fibres à disposition des chevaux, quand je dis fibres, c'est herbe ou foin, on se rend compte, donc il y a plusieurs études de par le monde qui montrent ça, que nos chevaux, on les expose davantage à des risques de développer des problèmes, soit d'ordre comportementaux, soit d'ordre physiologique, comme les coliques ou les ulcères gastriques. Sur le plan comportemental, ce sont les stéréotypies, donc les tics qu'on rencontre dans les écuries, comme le tic à l'appui, des tics faits avec la bouche, autres comme la langue serpentine, le fait de téter sa langue, frotter ses dents sur des barreaux, manger du bois qu'on appelle la lignophagie, le tic de l'ours aussi. Donc tous ces comportements qui sont répétitifs et qui ne semblent pas avoir de but apparent. On sait aussi que lorsqu'un cheval est en souffrance digestive, notamment dans le cas des ulcères gastriques, et j'y reviendrai plus spécifiquement un petit peu plus tard, on peut avoir des chevaux qui développent des comportements indésirables dans leur utilisation avec nous et qui posent des problèmes du coup dans la relation à l'homme. On parle de rétivité, des chevaux qui vont, parce qu'ils sont inconfortables, voire douloureux dans leur corps, par exemple au niveau de l'estomac, vont associer le fait de faire des exercices, d'aller en carrière ou d'être montés avec cette douleur, et donc ça va provoquer des défenses chez eux, et par ces comportements-là, ils trouvent une solution où ils trouvent à se soustraire à cette douleur qui est provoquée par le travail, et donc ils vont refaire ces comportements-là pour éviter de nouveau d'être dans l'inconfort ou dans un inconfort augmenté. Et donc c'est comme ça aussi, par des inconforts et des douleurs digestives, qu'on peut créer des rétivités aussi chez les chevaux. Ça, on n'y pense pas forcément. Et puis aussi, dans les soucis physiologiques et digestifs, on a des chevaux qui sont en sous-performance ou qui sont en deçà de leur potentiel physique qu'ils pourraient fournir, ou même sans être sur un effort de performance, simplement en deçà de ce qu'ils peuvent donner dans le cadre même des loisirs. Alors,
je parle des fibres en disant l'herbe, le foin, on se dit oui, bon, c'est un herbivore, d'accord. Et en fait, c'est quand même très particulier le système digestif des équidés. Alors je dis les équidés parce que bon, l'âne rentre aussi dans le même schéma de digestion. Mais en fait, quand on se dit herbivore, si vous réfléchissez, les herbivores que l'on connaît, bah, il y a lesquels? Il y a la vache, le mouton, la chèvre. On a aussi les cervidés, on a les camélidés comme les dromadaires, les lamas. Tout cela, ce sont bien des herbivores, mais ils sont ruminants et ils n'ont pas un système digestif similaire à celui du cheval qui consiste en un seul estomac, alors qu'eux ont plusieurs estomacs, les ruminants. Et donc la digestion ne se fait pas du tout de la même façon. Donc les alimentations adaptées aux herbivores ruminants ne sont pas les mêmes et ne sont pas adaptées aux équidés, de même que les prairies que l'on conçoit en semant ne sont pas les mêmes pour les ruminants ou pour les équidés. Et ça, c'est important parce que souvent, on le met un petit peu de côté. Donc le cheval a un seul estomac et la particularité du cheval, c'est qu'il sécrète en permanence de l'acide chlorhydrique. Donc il a sans arrêt de l'acide chlorhydrique qui se déverse dans l'estomac pour permettre cette digestion enzymatique, donc à l'aide de ces produits chimiques qui sont sécrétés par le corps, donc l'acide chlorhydrique, qui va donc dégrader les molécules avalées, donc même grossières, puisqu'elles ont juste été dégluties, et donc il s'agit de l'herbe ou du foin. Et donc c'est adapté à déjà la digestion, en premier lieu, dans l'estomac par les acides. Ensuite, ça passe dans l'intestin grêle et le gros intestin. Et là où je dirais presque le cœur de la digestion, c'est la digestion microbienne, donc à l'aide de bactéries qui se fait au niveau du gros intestin, en particulier dans le cæcum. Donc c'est là où les aliments vont séjourner le plus longtemps. Et donc il faut à peu près 48 heures pour que des aliments transitent tout le long du tube digestif. Donc ça, c'est un petit rappel, peut-être que vous le connaissiez bien, mais je pense que c'est important de rappeler que le cheval sécrète en permanence de l'acide dans son estomac et que donc la paroi de l'estomac, la muqueuse de l'estomac, est adaptée pour supporter cet acide, comme nous. Mais s'il y a trop d'acide et qu'en plus il y a de la fermentation qui est provoquée par les aliments concentrés, en fait la paroi de l'estomac, la muqueuse, va être attaquée du fait de cette fermentation et de la permanence aussi de l'acide chlorhydrique. Et de plus, lorsqu'un cheval a l'estomac vide, l'acide qui est stocké va se déplacer. C'est un liquide voilà, dans un contenant qui va se déplacer. Et si le cheval se déplace à des allures vives ou avec des secousses, comme au trot, au galop ou à l'obstacle, eh bien, l'acide chlorhydrique peut se projeter sur les parois plus hautes de l'estomac qui, elles, ne sont pas protégées contre l'acide puisqu'il n'est pas censé être sur les parties hautes de l'estomac. Et donc, on peut avoir aussi des atteintes sur les muqueuses de l'estomac du fait de la locomotion du cheval parce que son estomac est vide. Donc, il y a un peu deux phénomènes qui peuvent concourir, on va dire estomac vide et puis aussi la présence d'aliments concentrés qui accentuent la fermentation et donc qui fragilise la muqueuse de l'estomac. L'alimentation du cheval devrait être quasiment continue et ce qui fait que normalement, les fibres vont éponger en quelque sorte l'acide chlorhydrique et les fibres vont être dégradées et c'est nécessaire, cette production d'acide, pour dégrader ces fibres qui sont très grossières. Et d'ailleurs, le cheval, par rapport au ruminant, est un animal qui se contente de substrats très pauvres. Et donc, à l'état naturel, le cheval va passer beaucoup de temps à s'y alimenter. Alors le beaucoup de temps, c'est bien de le préciser, c'est 60 de son temps, environ, en moyenne sur une année, avec une variation, si on le traduit en heures, de 12 heures, donc là on serait à 50 à 18 heures par cycle de 24 heures. Il faut voir aussi que durant cette durée-là, il va jamais spontanément, les chevaux ne vont jamais passer plus de 3h30 sans manger. Ils vont régulièrement avoir des prises alimentaires de l'ordre de à peu près 1 heure, 1 heure et demie, voire plus. Et ils vont aussi s'alimenter la nuit. Ça, on n'y pense pas forcément puisqu'on n'est pas toujours à les observer nuit et jour. Et donc, la nuit aussi, ils sont en alimentation une bonne partie du temps, jusqu'à 50 du temps. Alors peut-être vous vous dites, bah d'accord, ok, les chevaux en semi-liberté, bon, c'est bien gentil, mais nous, on a des chevaux domestiques. Et c'est vrai, on a des chevaux domestiques qui ne vivent plus du tout dans les mêmes conditions
que leurs congénères, leurs homologues qui vivent, même encore pour certains, en liberté, comme les mustangs ou les brumbies. Néanmoins, depuis 5500 ans environ qu'on a domestiqué les chevaux, il y a quelque chose qui n'a pas changé. Il y a plusieurs choses qui n'ont pas changé, mais c'est notamment leur physiologie digestive et ce comportement alimentaire. Donc ça, aujourd'hui, ce graphique que je vous ai mis sous les yeux, ce camembert, c'est ce qui sert aujourd'hui de référence en termes de bien-être équin pour la répartition des activités du cheval, même en conditions domestiques. Et donc, les études épidémiologiques dont je vous ai parlé avant, avec ces risques d'exposition à des coliques, ulcères, stéréotypies et autres troubles du comportement, on sait que si on s'éloigne de cette répartition des activités à l'état naturel, eh bien, on expose nos chevaux à des risques que j'ai énoncés précédemment. Donc, même si nos chevaux ne vivent pas dans les mêmes conditions, en fait, de connaître comment ça se passe à l'état naturel, ça nous sert toujours de référence, en tout cas dans le cadre de l'alimentation. Alors, depuis qu'on a domestiqué les chevaux, on a fait des gros progrès zootechniques, surtout au XXe siècle, je dirais, en termes d'alimentation animale. Et donc, on arrive à adapter des rations et calculer des rations pour les besoins des chevaux. Et on est bien mieux en mesure de satisfaire les dépenses énergétiques de nos chevaux qu'on ne l'était au XIXe siècle, par exemple. Maintenant, on sait quels sont les besoins des chevaux, on est capable de les calculer et d'adapter donc une alimentation pour couvrir leurs besoins. Et donc, cette alimentation qui s'est vraiment développée au cours du XXe siècle et XXIe siècle maintenant, c'est une alimentation à base d'aliments concentrés. Et donc, qu'est-ce qu'on appelle aliments concentrés? Ce sont des céréales, soit grossières, entières, éventuellement concassées, aplaties, germées parfois, ou transformées sous forme de granulés et mélanges après, avec éventuellement des compléments comme des minéraux ou des vitamines qu'on va rajouter dans les granulés. Or, ces aliments, si on les appelle concentrés, c'est parce qu'ils apportent sous un faible volume toutes les calories nécessaires aux besoins de fonctionnement, voire de travail d'un cheval. Donc c'est un tout petit volume par rapport à ce que ferait le cheval pour lui couvrir ses besoins s'il était en train de pâturer. Donc c'est pour ça qu'on parle de concentré, aliments concentrés. Et avec ces progrès zootechniques, on a un petit peu simplifié à outrance parfois l'alimentation équine et on a un peu relégué au second plan l'importance du comportement alimentaire et de la physiologie digestive. Et donc, on a négligé les fourrages. Et donc, on en revient un peu de ces calculs de ration qui sont certes importants et nécessaires dans bien des cas, mais on ne peut pas baser l'alimentation des chevaux sur uniquement les aliments concentrés en négligeant les fourrages. Si on néglige les fourrages et qu'on base l'alimentation sur des aliments concentrés, on se retrouve avec un graphique de répartition des activités du cheval sur 24 heures, semblable à celui que je vous expose ici. Alors je vous l'explicite parce que ce n'est pas forcément facile pour tout le monde de le lire. Donc, vous voyez en bas, on voit les heures par donc, tranche horaire, donc sur une journée complète. Donc c'est une jument qui est au box sans foin. Donc il y a par exemple à 0 heure, donc minuit, 1 heure du matin, etc., jusqu'à 22 heures, 23 heures. Vous avez verticalement le pourcentage du temps passé à chacune des activités. Donc vous avez tout en bas, à certaines heures, vous voyez de la marche avec les traits verticaux. Ce qui occupe le plus de temps, là, vous voyez en oblique, c'est l'immobilité. Vous avez au-dessus, en noir, le temps passé couché, que vous voyez un petit peu partout, et vous avez en blanc, manger des granulés que vous retrouvez en haut de chacun des petits bâtons. Alors, ce qui est un peu étonnant sur ce graphique, c'est qu'il y a manger des granulés un petit peu à toute heure du jour et de la nuit. Donc, c'est soit, c'était pas précisé dans l'étude, soit c'était une jument qui délaissait sa ration. Ça arrive chez certains chevaux. En particulier, les chevaux qui tiquent à l'appui, si vous en avez eu, ils peuvent délaisser leur ration et y revenir dans la journée, quelle que soit la quantité qu'on met. Soit ça peut être ça, soit ça peut être aussi un apport de granulés de type granulés de luzerne qui sont moins appétants que les granulés habituels qu'on fournit. Il n'empêche qu'on est quand même sur de l'aliment concentré et que nous n'avons pas de fourrage à disposition. Et donc, vous voyez aussi que sur ce diagramme, donc ce qui occupe le plus clair du temps de la jument,
c'est l'immobilité, donc soit du repos debout, soit de l'observation de l'environnement. Et on a des bâtons, chacun des petits bâtons qui vont au maximum, grand maximum, là quand on est à 3 heures du matin, à 90%, sinon on est plutôt en dessous de 80%, voire carrément à 6 heures et 7 heures du matin, on est à 50% de son activité. Le reste du temps, c'est pas spécifié ce qu'elle fait. Elle fait autre chose. On y reviendra un petit peu après, on peut avoir des suppositions sur ce qu'elle fait. C'était pas rapporté dans l'étude. Mais en tout cas, avec ces activités-là, vous voyez que son emploi du temps n'est pas franchement rempli et que l'alimentation, bah, elle fait ce qu'elle peut, elle ne peut pas faire plus que ça. Et donc, cette alimentation réduite laisse le temps pour autre chose. Donc, rien à faire, c'est bah, observer son environnement, se reposer, peut-être grignoter la porte du box, là, comme sur cette photo que je vous montre ici. Ça peut être aussi des comportements qu'on appelle autocentrés, c'est-à-dire un cheval qui va passer beaucoup de temps à se toiletter, donc à se gratter des parties du corps, à se frotter le corps sur des parois, à se gratter avec ses dents, avec un pied. Ça peut être ce genre de comportement-là. Ça peut être des stéréotypies aussi. Et puis, on a physiologiquement un système digestif, un tube digestif qui n'est pas plein, et en particulier l'estomac qui est vidangé très rapidement avec l'apport de granulés en c'est de l'ordre de minutes, hein, c'est en dessous de l'heure. L'estomac est vidangé et donc se retrouve vide. Donc, on a dit, quand on n'apporte pas de fourrage, on expose le cheval à différents risques, qui sont, je vous le rappelle, coliques, ulcères gastriques, stéréotypies, et aussi des problèmes comportementaux dans la relation à l'homme, comme l'érétivité, des rétivités possibles, et des performances sous-optimales. Je fais un petit développement sur les ulcères gastriques. Les ulcères gastriques, pendant longtemps, on a, en médecine vétérinaire, considéré qu'il s'agissait d'une maladie un peu liée au stress, comme chez l'homme, et que c'était plutôt des chevaux qui étaient stressés par le travail, qui étaient soumis à trop de travail, éventuellement avec trop de concentré, donc ça c'est vrai. Mais en fait, on cantonnait surtout ça aux chevaux de sport. Et puis avec le développement aussi de l'imagerie médicale et le développement des appareils, on va dire, qu'on peut déplacer, comme les gastroscopes, et puis peut-être le développement du nombre de cliniques aussi, eh bien, les chevaux de loisirs ne sont pas du tout exempts de ces affections, et on se rend compte qu'en fait, tous les chevaux sont touchés par les ulcères gastriques. Et je reviendrai sur bah, le cas de chevaux au pré, où parfois on croit qu'ils ont de l'air, mais en fait, ce n'est pas le cas, et ça peut expliquer la fragilité du système digestif et l'exposition à des risques de développement d'ulcères. Alors, les ulcères gastriques, ils sont, on dit asymptomatiques, dans le sens où certains symptômes peuvent être révélateurs d'ulcères, mais pris isolément, ne sont pas forcément caractéristiques. Ce n'est pas toujours le cas qu'il y a un ulcère. Par exemple, un cheval qui va bâiller, c'est normal qu'il bâille. Par contre, s'il bâille vraiment de manière répétée et puis à certains moments de la journée, par exemple après un repas, ça peut être révélateur d'un ulcère gastrique. Et puis souvent, c'est la combinaison aussi de plusieurs symptômes où là, ça doit attirer l'attention, et on doit s'interroger sur le confort digestif de son cheval, et éventuellement interroger le vétérinaire. Des étirements répétés aussi, alors façon un peu comme un chat, vous voyez, avec les deux antérieurs étirés vers l'avant, le garrot très bas et les fesses étant le point le plus haut. Ça, c'est normal qu'un cheval s'étire de cette façon-là, une fois dans la journée, éventuellement. Mais par contre, si vous avez ça, par exemple, à chaque fois que vous sanglez votre cheval ou que vous le désanglez, là, ça doit poser question. Ça, c'est pas normal. On a aussi des phénomènes d'agressivité lors du pansage, en particulier au niveau de l'abdomen. Parfois, c'est au niveau du dos, hein. Ça peut être au niveau du dos aussi, même dans le cas d'ulcères gastriques. Pendant le sanglage, et là, cette photo, c'est une jument qui, au moment du sanglage, mordait le mur ou les barreaux du box. Donc elle reportait cette agressivité sur un support, c'était pas vers l'humain, tant mieux pour nous, mais en tout cas, ça a révélé clairement un mal-être. Après, savoir si c'est spécifiquement des ulcères gastriques ou, par exemple, dans le cas du sanglage, un problème de dos, après, il faut faire un diagnostic différentiel. Ça, c'est le travail du vétérinaire pour le savoir. On peut aussi avoir des chevaux qui changent subitement de comportement
et se trouvent à être agressifs, pardon. Et parfois, c'est révélateur de l'émergence d'un ulcère qui rend particulièrement inconfortable le cheval et douloureux et donc le rend agressif. Des chevaux qui sont froids à la jambe aussi, qui refusent de se porter volontiers en avant, qui vont se retenir dans leur locomotion ou dans leurs gestes, par exemple à l'obstacle, ou qui vont émettre des petits gémissements à la réception ou à l'appel lors d'un franchissement d'obstacle. Ça peut être révélateur d'ulcère. On le sait, simplement parce qu'une fois que les chevaux sont guéris, ils n'ont plus, ces comportements-là et donc c'est là où on peut dire, voilà, ça peut être, révélateur de ce genre de soucis et pour des chevaux, qui donc ont des repas de concentrés comme aliment, principal et très peu de fourrage, on les expose à ce genre de problème. Un changement simple dans la vie, d'un cheval et donc là, c'est l'exemple de cette jument dont je vous ai montré le graphique précédemment. Là, on apporte du foin et qu'est-ce qu'on constate comme changement dans la répartition de ces activités? Eh bien, vous constatez déjà que, l'alimentation, donc ce qui est blanc sur les parties hautes de chacun des petits bâtons, prend beaucoup de place et ça a pris le pas sur l'immobilité. Donc, ça, c'est assez logique. Ça a pris le pas aussi sur le autre chose dont on n'a pas le détail dans cette étude, mais qui certainement n'était pas, fondamentale, voire pas forcément désirable. C'était peut-être des stéréotypies ou, des comportements autocentrés et vous voyez qu'avec le repos couché et l'immobilité et l'alimentation, de fibres, à base de fibres, on a des, une occupation de quasiment 100 sur chacune des tranches horaires. Et on a aussi une disparition, si vous vous souvenez sur le graphique précédent, du déplacement. Il y avait du déplacement, il y a marqué marche. Donc on peut se dire, bon, c'est bien qu'un cheval se déplace, ça fait partie normalement de ses activités, mais sauf que là, c'était au box. Donc probablement, on avait plutôt affaire à de la déambulation anormale, du type stéréotypie et un cheval qui déambule dans son box de manière anormale. Ce qu'on constate aussi sur ce graphique et qui est vraiment intéressant, c'est que le repos couché, vous vous souvenez, c'était le noir qui était un petit peu réparti partout. Il y en avait beaucoup plus que là, cette fois-ci, une fois qu'il y a du foin. Et non seulement il y en avait plus, mais il y en avait plus souvent. Donc là, vous voyez que le repos couché, il est maintenant au moment, de la nuit, donc le matin, ou le soir et donc là, on est plus, sur quelque chose de logique dans, le cycle, par 24 heures d'un cheval. Et donc là, finalement, eh bien, on se rapproche et on est même similaire au budget temps, donc on appelle ça le budget temps, la répartition des activités, au budget temps des chevaux à l'état naturel. Et on n'a pas remis les chevaux dans des prairies sans interagir avec eux. Non, on est simplement avec un apport de foin pour un cheval au box. Donc, ce modèle de répartition des activités à l'état naturel, on peut le retrouver aussi en conditions de vie domestique, rien qu'avec l'apport du foin ou de l'herbe, évidemment. Donc les fibres devraient toujours être à la base du régime alimentaire et quand on n'a pas la possibilité de pouvoir faire pâturer ses chevaux de l'herbe sur pied, du coup, quand on a du foin, on perd les apports en minéraux et vitamines. Donc il est nécessaire d'avoir des compléments minéraux et vitaminés, ce qu'on appelle les CMV. Et ça, on peut les apporter sous un tout petit volume. Là, du coup, on n'est plus sur de l'aliment concentré, mais sur vraiment quelque chose de spécifique, le CMV, qui est l'équivalent à donner pour un cheval d'une pincée au fond de la main, qu'on peut donner soit dans un seau individuellement, qu'on peut aussi donner sous forme liquide. Ça, c'est tout à fait possible sous forme liquide. Par exemple, quand vous avez un groupe de chevaux ou poneys, vous pouvez les apporter aussi dans l'eau de boisson. Donc, il y a moyen de complémenter les chevaux aussi de cette façon-là. Après, l'intérêt, peut-être de donner, sous forme de granulés individuellement, c'est que ça permet du coup, surveiller le cheval et vérifier chacun de ses chevaux, de cette façon-là, puisque c'est très appétant et les chevaux sont contents de consommer ça. Donc, les granulés ou céréales, donc les aliments concentrés, on ne devrait les donner qu'en cas de fort besoin énergétique. Quand je dis fort besoin énergétique, les nutritionnistes équins considèrent que c'est les chevaux de course et les chevaux éventuellement à la reproduction, étalons, poulinières, ou les chevaux de très haut niveau. Et que des chevaux, même de compétition, il y a des chevaux qui sortent à haut niveau, qui n'ont pas non plus d'apport de concentré. Ils ont un fourrage de qualité et
des CMV pour couvrir tous leurs besoins et ça leur suffit pour être performants et avoir suffisamment d'énergie pour être performants et couvrir aussi leurs besoins et être en bel état. Alors quand on parle de donner du foin à volonté ou laisser les chevaux pâturer à volonté, alors je sais qu'en région PACA, c'est un peu moins le cas au niveau de l'herbe en termes de richesse de l'herbe, c'est plus la préoccupation du foin qui se rencontre, mais peut-être certains d'entre vous ont quand même la chance d'avoir de quoi faire pâturer leurs chevaux. Bah, on craint que le cheval ou le poney ne se régule pas, qu'il soit vraiment glouton, qui devienne une petite bonbonne et soit trop gras. Et aussi, on craint le gaspillage quand on a du foin et donc du coup de perdre de l'argent en ayant recours au foin à volonté. Alors l'aspect de l'absence d'autorégulation chez les chevaux et les poneys, c'est vrai, c'est forcément présent si le cheval n'a pas été auparavant au foin ou à l'herbe à volonté. C'est ce qu'on appelle un effet rebond qui se traduit, qui s'exprime sur n'importe quel comportement qu'on a pu restreindre. Donc là, sur l'alimentation, un cheval qui a été restreint dans son alimentation, qu'est-ce qu'il fait? Ben, quand on lui laisse la possibilité de se nourrir à volonté, il va se rattraper. Ce rattrapage, il va s'étaler sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Ça peut prendre jusqu'à 6 mois environ pour qu'un cheval se régule. Et on peut même assister à des phénomènes assez surprenants. C'est des chevaux, donc ça c'était l'expérience au club hippique de Poitiers, où ils sont passés au foin à volonté. On a des chevaux qui au départ mangeaient vraiment énormément de foin. Donc quand on dit à volonté, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun moment dans la journée ou dans la nuit où ils sont sans foin propre qu'ils peuvent consommer. Donc, si c'est du foin, par exemple, avec de l'urine ou des crottins, on ne considère pas ça comme du foin consommable. On parle bien du foin propre que le cheval va volontiers manger. Et ben, ces chevaux, ils ont, pour certains, augmenté très fortement leur consommation de foin. Et puis, arrivé au bout de plusieurs mois, et ben, ils se sont stabilisés et ils se sont même mis à manger moins de foin. Et donc, il y a eu un retour, quelque part, un retour en arrière. Et après, des chevaux qui avaient des consommations de foin tout à fait raisonnables pour leur corpulence. Et là, j'ai mis cette photo, pour faire le petit rappel sur, qu'est-ce qu'on appelle à volonté ou pas. Vous avez un cheval qui est au pré, c'était en région parisienne. Vous voyez que, ce cheval est en train de pâturer sur une zone qui est surpâturée. Vous voyez que la végétation est extrêmement rase et d'ailleurs, vous pouvez comparer au pré d'à côté, vous voyez une végétation qui n'est pas pâturée, donc qui est extrêmement haute. Et donc là, ce cheval qui est là en train de manger de l'herbe, bah, en fait, il est pas en train de on ne peut pas considérer qu'il soit avec de l'herbe à volonté. Parce qu'on est sur des zones qui sont complètement, surpâturées, complètement raclées et donc ce cheval-là, si on le mettait dans de l'herbe, haute ou sur, du foin, il aurait aussi cet effet rebond et même là, si vous vous souvenez tout à l'heure, je vous parlais des ulcères gastriques, on a un cheval qui potentiellement n'est pas à l'abri de développer, des ulcères gastriques, bien qu'on pense qu'il soit, pas exposé puisque, on se dit: «Bah, il mange de l'herbe, il a de l'herbe, à disposition». Eh bien non, ce n'est pas le cas, donc voilà. C'est aussi pour ça, je pense qu'on a, un petit travail de voilà, changement de regard à faire sur ce qu'on considère être à volonté ou pas, herbe, foin et cetera. En tout cas, des chevaux de loisirs, même au pré, peuvent tout à fait être, à risque, dans ce cas de figure, c'est un exemple très parlant. Quand on craint, l'embonpoint, on se dit aussi: voilà, je crains que mon cheval soit trop gros». Alors il faut faire attention entre être gras et avoir les intestins remplis. J'ai mis cette photo d'un cheval peint pour, montrer quel est l'encombrement du gros intestin dans le ventre, dans l'abdomen du cheval, donc sur la partie gauche et aussi la partie droite, à pas oublier et à partir du moment où un cheval mange des fibres, l'encombrement digestif est présent. Donc, le gros intestin va se remplir et c'est normal que ça prenne un peu plus de place. Ce qui est complètement anormal, ce sont des chevaux qui ont le ventre très remonté et ce que j'appelle, le syndrome du mannequin qu'on trouve chez nos chevaux, où on a des chevaux qui sont levretés. Un cheval qui est levreté, c'est un cheval qui a le gros intestin vide et donc qui a, très peu, voire pas du tout de fibres à sa disposition. Et donc c'est un cheval qui est, potentiellement très à risque pour développer, des problèmes de coliques et bien sûr aussi d'ulcères. Donc un cheval gras, c'est pas un cheval avec un petit ventre. Un cheval gras, c'est un cheval qui a des dépôts adipeux
sur des zones bien précises, notamment au niveau de la croupe. Je vais vous montrer tout à l'heure une photo d'un poney concerné. Au niveau de l'arrière de l'épaule et du chignon aussi, donc tout le long de la crinière. C'est ces zones-là qui devraient être en premier palpées pour déterminer s'il y a du gras ou pas. Si jamais on a un cheval qui a tendance à stocker du gras, à faire un peu de gras, la première chose à faire, c'est pas réduire le foin ou l'accès à l'herbe, c'est d'agir sur les concentrés. S'il a des concentrés, c'est réduire, voire supprimer totalement l'apport de concentrés. Si c'est aussi avec de l'herbe, on peut envisager de passer sur du foin pour éviter l'apport en sucre, et j'y reviendrai sur cet aspect-là aussi. Mais en tout cas, il faut toujours du foin, même pour un cheval au régime. Et on peut agir aussi sur la qualité du foin. Une récolte tardive, si vous avez la chance de pouvoir récolter vous-même votre foin ou de discuter avec un agriculteur, vous pouvez demander à avoir des récoltes tardives, puisque les végétaux qui ont poussé ont mis toute leur énergie dans la croissance et dans les graines. Et donc, une fois que vous récolterez une fois que le foin va être récolté, donc cette herbe va être récoltée, finalement, ce qui va rester, la tige, ce que consommera le cheval, puisque ce sera le foin, ce sera beaucoup moins riche. Donc, on peut aussi avoir un levier pour la gestion de la richesse et de la qualité alimentaire de nos chevaux sur la qualité du foin et son stade de récolte. On a aussi des zones de production de foin qui sont beaucoup plus riches que d'autres, et on peut aussi choisir, en fonction du type d'équidé qu'on a à l'entretien ou au travail, certains types de fourrage. Et par contre, je fais une parenthèse sur le sainfoin et la luzerne, qui ne devraient pas être donnés, eux, à volonté, puisque ce ne sont pas des graminées et que les chevaux ont besoin de se nourrir de graminées et non pas de légumineuses. Le sainfoin et la luzerne, alors le sainfoin, c'est un faux ami parce que dans son nom, il y a foin, mais ce n'est pas un aliment à apporter à volonté aux chevaux. Là, c'est sûr qu'on va provoquer de l'engraissement chez notre cheval. Alors, en complément, dans un calcul de ration, ça peut être intéressant d'apporter du sainfoin, de la luzerne pour certaines propriétés, de certains apports minéraux pour le cheval. Mais, je le répète, ça ne doit pas être donné à volonté parce que là, on va vraiment faire engraisser les chevaux. Sauf cas particulier, évidemment. Donc l'embonpoint, si on y est confronté, si on a des équidés qui présentent de l'embonpoint malgré une action sur la suppression des concentrés, un foin pauvre, etc., il ne faut pas hésiter non plus à se tourner vers le vétérinaire pour voir s'il n'y a pas une maladie métabolique qui serait présente. Donc on a le syndrome métabolique équin, le SME, qui est un dérèglement de la part du cheval, mais c'est aussi constitutif de certaines races, c'est génétique. Donc vous avez certaines races prédisposées à ça et qui même naissent comme ça. Donc je pense aux races qu'on dit rustiques, comme les poneys. Donc là, j'ai mis un potioc en photo, en région parisienne. Donc vous voyez qu'il a des masses graisseuses donc à l'arrière de la croupe. Vous voyez une petite bosse là au niveau de sa tache marron. C'est un petit capiton de graisse, comme la cellulite chez nous. Vous voyez aussi qu'entre au niveau de son grasset ou derrière l'épaule, c'est un petit cylindre, hein. Il y a plus de creux derrière l'épaule ni au niveau du grasset. Donc ça, c'est significatif de dépôt de graisse. Et vous voyez aussi le chignon au niveau de la crinière qui est présent. Donc là, on a réellement des dépôts graisseux, même anormaux. On peut s'interroger ensuite sur un syndrome métabolique équin. Donc on a ça aussi chez les races ibériques. On a ça chez des races en fait qui ont évolué depuis des centaines d'années, parfois des milliers d'années, dans des environnements pauvres et qui ont fait que de génération en génération, ce sont ces individus qui arrivaient à être en bonne condition corporelle, quelle que soit la météo et la végétation, et qui ont eu des descendants. Et donc, c'est pas étonnant qu'une fois qu'on met ces chevaux-là dans des zones où il y a de l'herbe plus riche et même du foin plus riche, et du coup, on ait des chevaux qui développent des stocks de gras parce que dans leur métabolisme, eux, ils sont faits pour être sur des zones extrêmement pauvres. Et le syndrome de Cushing aussi pour les chevaux qui vieillissant, mais quand on dit vieillissant, quand on a des chevaux qui font des fourbures alors qu'ils ne sont pas dans un état d'engraissement
spécialement remarquables, on peut se poser la question. Des fourbures anormales chez un cheval, on peut se poser la question du syndrome de Cushing et demander un dépistage. Et là, il y a des assistances avec des médicaments pour prendre en charge ces chevaux et leur apporter un meilleur confort de vie et une longévité plus importante aussi. Donc, faut penser aussi, parfois, problème physiologique et consulter le vétérinaire dans des cas un peu particuliers comme ça. Peut-être que certains d'entre vous se demandent aussi si la paille peut entrer en ligne de compte dans l'alimentation du cheval, si on a affaire à des équidés un peu trop profiteurs de l'alimentation. En substitution, certains le font, mais on considère qu'au-delà de 3 kilos par jour pour un cheval de 500 kilos, on a des risques pour sa santé puisque la paille est peu digestible et donc elle risque de en fait, former un bouchon au niveau du gros intestin et donc ce qu'on appelle les coliques d'impaction. Donc, on peut en donner un petit peu, mais pas trop et ça ne remplace pas on ne peut pas nourrir un cheval non plus avec de la paille. Ça ne fonctionne pas. On va avoir un cheval qui va gonfler, mais on n'aura pas les apports nutritifs nécessaires à sa bonne santé. Pour les chevaux qui sont toujours, on va dire, tendance à stocker du gras, on peut aussi se demander si en ralentissant la vitesse d'ingestion, on peut du coup leur permettre de quand même s'occuper, comme on disait, 60% du temps, tout en en leur apportant pas autant que ce qu'eux consommeraient, soit par la qualité du foin qu'on ne peut pas modifier et qui est un petit peu trop généreuse. Et donc, pour ça, vous avez vu certainement dans ces dernières années se développer beaucoup de systèmes pour ralentir la vitesse d'ingestion, donc les systèmes notamment des filets à foin. Donc là, j'en ai mis une photo, un système là, de filet à foin en sangle. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, il y a une étude, et encore, elle n'a pas été publiée dans une revue internationale, il n'y a aucune étude scientifique sur les effets de ces dispositifs, et même l'effet recherché qui est celui de ralentir la vitesse d'ingestion. Donc mon cheval qui, quand il prendrait 10 minutes pour prendre une poignée vraiment d'herbe parce qu'il a besoin d'aller de touffe en touffe, s'il a du foin, il prend une grosse bouchée et ça y est, dans la minute qui suit, il peut refaire pareil. Donc c'est sûr que peut-être on peut avoir, surtout pour ceux qui s'engraissent vite, besoin de ralentir cette vitesse d'ingestion. On n'a pas aujourd'hui la preuve que les filets à foin ralentissent la vitesse d'ingestion. Des chevaux qui sont habitués aux filets à foin, ils ont une certaine dextérité à prendre dans les filets à foin. Ça dépend de la taille de votre maille, ça dépend de la longueur de vos brins. Les brins de foin ne sont pas toujours de la même longueur. Vous avez du foin qui peut être haché, vous avez du foin qui est récolté tard et qui peut être très cassant et donc avoir des petits bouts, ou au contraire des très grandes tiges. Voilà. Donc, cette vitesse d'ingestion en fonction de la taille de la maille, en fonction du type de foin, ça n'a pas été étudié. Il y a des études préliminaires où on a des suspicions sur les effets de certains paramètres, mais il n'y a rien d'avéré. Et petite ironie dans cette histoire-là, pour des filets à foin de petite maille qui ont été étudiés au Haras national suisse sur les juments qu'ils ont en permanence, il y a une jument qui mangeait plus vite le foin dans un filet que du foin en vrac. Et donc, ils se sont demandé comment c'était possible. Et ils ont regardé, et ce qu'ils ont constaté, c'est que cette jument, quand elle avait du foin en vrac, elle triait, elle prenait le temps de choisir. Par contre, quand elle avait son foin dans un filet, elle rentabilisait sa bouchée et du coup, elle y allait beaucoup plus fréquemment à prendre. Et donc, elle, on avait augmenté sa vitesse d'ingestion. C'est quand même l'effet inverse de ce qui était recherché. On peut s'interroger aussi sur la conséquence pour l'usure des dents et l'usure des vibrisses et même la posture. Donc c'est pour ça que j'ai mis cette photo-là. Est-ce qu'un cheval peut adopter toujours la même posture parce qu'il trouve que c'est plus pratique? Lui, il a trouvé cette manière-là pour prendre son aliment, prendre ses brins de foin. Et donc, est-ce que ça a des conséquences sur sa musculature, des conséquences ostéopathiques? C'est pareil, on n'a aucune évaluation là-dessus. Donc, ça dépend certainement de la taille du cheval, à quelle hauteur on va accrocher le filet, et je vous disais encore la qualité du foin, etc. Mais on n'a pas d'études. Donc voilà un autre type de filet.
Et aussi, par rapport au filet individuel, je ne sais pas si certains d'entre vous le font, c'est quand même une astreinte énorme. C'est-à-dire que si on a toute une écurie à faire, on doit manipuler, on doit remplir chacun des filets. On est exposé, nous, en tant qu'humains, aux poussières. Donc en termes de qualité de travail, c'est pas terrible. Et après, si on veut éviter d'avoir à remplir des filets matin, midi et soir, on va utiliser des grands filets comme celui que j'ai mis sur la photo. Moi, un filet comme ça, je suis vraiment en peine pour l'accrocher. Il contient à peu près entre 6-7 kilos de foin si on tasse bien. Et moi, à bout de bras, je ne suis pas capable de l'accrocher, ou je vais y arriver une fois, mais je n'aurais pas envie de le faire 2 fois par jour et encore moins 7 jours sur 7. Donc, ce qu'on constate, c'est que très souvent, les filets à foin, quand ils ont été utilisés dans une écurie, ils sont au bout d'un moment abandonnés, parfois au bout d'un an, hein, mais c'est tellement de contraintes que c'est rarement satisfaisant, au-delà des problèmes de sécurité pour des chevaux ferrés que ça peut poser. Un cheval ferré, alors c'est pas trop au niveau des antérieurs, mais des postérieurs, quand le cheval se roule et qui va se prendre l'éponge du fer dans le filet, il y a des risques quand même. C'est rarement grave, hein, c'est-à-dire que le cheval perd le fer ou le filet est déchiré. Mais enfin, bon, c'est quand même pas négligeable non plus. En collectif, on peut mettre du foin collectivement. Ça, c'est un peu plus rentable, je dirais, en dépense pour nous énergétique à le faire. Et je trouvais intéressant de vous montrer aussi une possibilité de remplissage sans rentrer dans le pré pour un filet à foin collectif là, pour 2 chevaux au paddock. Alors après, on parle des filets à foin parce que chez nous, en France, c'est ce qui est le plus commun pour le moment. Maintenant, dans le commerce, il y a une explosion d'offres de systèmes de slow feeding. Donc, c'est le terme consacré en anglais. Slow pour lent et feeding pour l'alimentation, le nourrissage. Donc, ce type de petites boules. Ce type de container avec des trous. Alors là, pareil, hein, la position du cheval peut interroger sur les conséquences à moyen et long terme. Des systèmes de bac que certains d'entre vous ont certainement déjà testé, avec des grilles qui descendent. Là, vous voyez que c'est une grille en métal. Ça, au Haras National Suisse, ils testent tous les matériels et notamment le matériel de slow feeding, parce qu'ils ont beaucoup de chevaux type franche-montagne avec une constitution, on va dire, généreuse et qui profitent facilement des fourrages et notamment des foins des prairies alpines qu'ils ont chez eux. Et ce qu'ils constatent au Haras National Suisse, c'est que ces systèmes avec des grilles en fer usent prématurément les dents et les vibrisses. Alors, est-ce que c'est grave ou pas? En tout cas, ça a une conséquence. Après, chaque aménagement a ses avantages et ses inconvénients. Il y a aussi ces systèmes-là là que j'ai trouvé sur Internet de plastique où pareil, la grille descend. Et là, ça aussi, dans la publicité, ils montrent aussi qu'on peut tremper le foin. Donc, si on a un cheval avec des problèmes d'emphysème, les fils à foin peuvent être parfois aussi utilisés pour des problèmes de chevaux emphysémateux, pour pas qu'ils aient le nez dans le foin en vrac. Donc, ça, c'est une autre raison pour lesquelles on peut opter pour les filets à foin au-delà de réduire ralentir la vitesse d'ingestion. Et sinon, moi, de ce que je vois, c'est que le plus souvent, quand on conserve les filets à foin, c'est pour de l'alimentation collective, donc dans les râteliers ou directement sur les bottes, donc une botte ronde ou carrée. Quand on n'a pas des chevaux ferrés, en général, c'est ce que les gens continuent à les utiliser parce que ça limite le gâchis aussi et ça permet d'occuper pas mal les chevaux et voilà. Et du coup, ça apporte des satisfactions plutôt sur le collectif. Autre dispositif, là, on en revient aux chevaux qui ont des problèmes métaboliques. Il y a des dispositifs d'équipement pour chaque cheval. Donc ça, c'est un panier qui normalement est vendu pour les chevaux en colique. Donc il y a un petit trou au milieu qui permet au cheval de boire, mais il peut du coup aussi s'alimenter s'il veut là en prairie. Et donc si on veut laisser un cheval avec ses congénères, qu'on ne veut pas l'isoler des autres et qu'il a un problème métabolique qui doit être quand même réduit dans son alimentation, en particulier sur l'herbe. C'est très vrai pour les chevaux à l'herbe. Pour le foin, c'est plus facile à réguler pour ces chevaux-là. Là, vous voyez cette jument de race Caltéqué. Vous voyez le dépôt de graisse sur l'encolure, hein, derrière les oreilles, on voit le dépôt adipeux bien présent.
Donc là, on est sur du dispositif individuel. On n'a pas besoin de l'enlever tous les jours. Il y a aussi d'autres systèmes de muselières. Il y en a plusieurs dans le commerce qui existent. Le gaspillage, je l'ai évoqué, ça dépend vraiment du mode d'affouragement. Donc on peut craindre voilà, que les chevaux gaspillent parce qu'une fois qu'ils ont piétiné, uriné, déféqué dessus, ils ne le consomment plus. Bon, là, en l'occurrence, dans cette pension, ça permettait aux chevaux d'avoir finalement les pieds au sec, éviter la boue et les problèmes de gale de boue et d'avoir tous les chevaux à rentrer à l'écurie parce que voilà, du coup, ce gâchis de foin finalement était converti en autre chose et c'était pas tant un gâchis, c'était plutôt un avantage. Et puis, il se développe aussi beaucoup de matériel équestre pour les écuries avec des systèmes d'affouragement où on peut affourager à l'extérieur du box et du coup, le cheval ne vient pas mélanger le fourrage à sa litière. Dans les pays nordiques, Allemagne, Danemark, Norvège, Suède et en Suisse, depuis maintenant plus de 20 ans, ils utilisent des systèmes de stalles pour avoir plusieurs chevaux sur un espace plus réduit que pour un râtelier, pour les affourager en même temps. Parce que vous savez que sur un râtelier, malgré la taille de votre atelier, si vous avez 1 ou 2 chevaux qui décident que les autres ne viendront pas manger, quelle que soit la taille de votre atelier, ça ne changera pas. Donc, pour éviter ça aussi, les stalles d'affouragement, ça permet qu'on peut avoir des chevaux qui s'alimentent côte à côte, et voilà, du coup, sans problème de se chasser. Et il y a des normes pour construire ce type de stalles. On peut facilement les trouver, notamment en Suisse. Quelles sont les dimensions standards qui permettent d'être aussi en sécurité pour les chevaux dans ces systèmes-là. Donc, le gaspillage, il dépend du mode d'affouragement. Et c'est sûr qu'il vaut mieux éviter de mettre le foin à volonté au sol parce que le cheval risque d'ingérer ne serait-ce que des détritus ou se contaminer sur le plan parasitaire. Mais bon, il vaut mieux de toute façon plutôt mettre le foin au sol à volonté que de se dire je restreins mon cheval en foin. Et du coup, dans ces cas-là, on risque de devoir investir ou dépenser plutôt en pathologies comme les coliques ou les ulcères. Les autres atouts du foin à volonté, je parle du foin parce que l'herbe, c'est quand même assez rare qu'on en ait à disposition à volonté, c'est que quand on a des chevaux qui sont au foin à volonté, et ben, ils sont beaucoup plus détendus, ils sont beaucoup plus sereins, ils n'attendent pas leur repas, même si on leur donne des compléments minéraux vitaminés ou même un complément de concentré, ils sont beaucoup plus sereins parce qu'ils gèrent eux-mêmes leur alimentation. Et donc, on peut être beaucoup plus libre. On n'est pas obligé de regarder sa montre, à savoir à quelle heure on doit nourrir les 3, 4, 5 repas dans la journée. On est beaucoup moins astreint à ces distributions et donc on a plus de temps libre aussi pour passer du temps avec ses chevaux. Donc, pour terminer, c'est des éléments essentiels à retenir. Donc, régime alimentaire à base de fibres lié au fait que le cheval sécrète en permanence de l'acide dans l'estomac. Et que si on doit diminuer quelque chose, c'est les concentrés, pas le foin. Et l'apport de fourrage à volonté va diminuer les risques de différentes pathologies et on peut diminuer aussi ses coûts en diminuant l'achat de concentrés. Et on peut augmenter le confort du cheval et même sa disponibilité au travail et dans sa relation à l'homme en respectant un besoin fondamental et ça nous libère aussi du temps et c'est pas négligeable. Voilà. Merci de votre attention et je vais quitter le partage d'écran pour essayer la caméra. Et je me remets hop là. Donc normalement, j'apparais. Merci Hélène pour cette présentation. Alors, nous avons 2 petites questions, Oui. 3 même maintenant. Donc la première, je pense qu'il y en a en partie, vous avez déjà répondu, mais je vous les pose tout de Oui. même. Qu'en est-il de l'enrubanné? Quelle est la différence en termes d'apport avec le foin ou l'herbe? Peut-il aussi être donné à volonté? Alors l'enrubanné, donc moi je ne suis pas experte nutritionniste du sujet. Il existe des différents types d'enrubanné. Donc il faut bien voir en fonction du type d'enrubanné à quoi on a affaire. Vous pouvez avoir des enrubannés qui sont quasiment comme du foin, c'est-à-dire qu'ils ont été fanés comme du foin et récoltés un jour plus tôt que du foin. Et vous avez des enrubannés qui sont pour les vaches, par exemple, qui sont récoltés le lendemain où ils ont été fauchés.
Et là, par contre, ça n'a rien à voir. On ne peut pas comparer ces choses-là. Donc, il y en a un qui va être hautement fermentescible, celui récolté très tôt, et puis celui qui est presque comme du foin avec 90% de matière sèche. Vous pouvez avoir de l'enrubané de ce type-là. Et dans ces cas-là, ce ne sera pas forcément gênant de le donner à volonté à des chevaux, ce sera un petit peu plus riche. Donc, ça dépend vraiment aussi du type d'équidé qu'on a. Donc, moi, j'ai déjà vu certains endroits où il y avait de l'enrubané à volonté sur des chevaux d'élevage. Mais je pense que vraiment, il faut être particulièrement prudent et savoir vraiment à quoi ce qu'on a comme produit, je dirais, quel est l'aliment vraiment qu'on donne à son cheval. Autre question. Et puis après, peut-être que le témoignage de Fanny et de Tony aussi pourrait être intéressant sur leurs expériences en termes d'alimentation avec le foin, parce que je sais que chacun a expérimenté des choses. J'en profite juste pour une autre question. Il y avait une question sur le râtelier, mais vous en avez parlé, je crois. Oui. Voilà, et le râtelier. Donc, je pense que c'était traité dans les exemples. Il y a une question. Pourriez-vous revenir sur les techniques pour éviter le gaspillage, s'il vous plaît, avec des exemples concrets afin de l'éviter? Merci d'avance. Donc, si on peut reprendre déjà le mode d'affouragement. Donc, déjà, si on a un râtelier, on va limiter le gâchis. Et aussi, éventuellement, si vous voulez en rajouter une couche, c'est les filets à foin qui se mettent sur les râteliers ou même directement sur la botte, comme un système de chaussettes. Donc, ça se fait avec un tracteur, hein. Il faut qu'il y ait 2 personnes, c'est le plus pratique. Donc ça, c'est une astreinte aussi. Et pour des chevaux qui ne seraient pas ferrés. Si on met un filet à foin sur une botte directement dans un pré, là, il faut que les chevaux ne soient pas ferrés parce qu'on risque d'avoir des fers qui y restent. Les blessures, peu, mais c'est plutôt des risques de déferrage. Donc, les râteliers, c'est vraiment déjà une bonne solution. J'attire aussi votre attention sur les cloches qu'on utilise assez maintenant, qui se répandent, parce que c'est des râteliers en plastique. Donc, en termes de sécurité, ils sont assez intéressants pour les risques des blessures diminués chez les chevaux. Mais à partir du moment où vous avez un toit et qu'il n'y a pas beaucoup de volume d'air, là où les chevaux mettent la tête pour aller prendre le foin, en fait, vous les exposez davantage aux poussières. Donc, c'est, je pense, un phénomène qui est en train d'apparaître parce que c'est un produit assez récent dans le milieu du cheval, la cloche à foin. Mais je pense qu'on peut aussi, en voulant bien faire, on expose son cheval à d'autres choses. Et je pense que parfois, avoir un peu de gâchis de foin parce qu'il y a la pluie, le vent qui en emmène, c'est aussi, ça permet aussi de ventiler un foin qui est peut-être trop poussiéreux parce qu'on n'a pas le choix dans son fournisseur et qu'on est dépendant de ça. Et du coup, un petit peu de gâchis, ça permet finalement d'autres choses. Donc, il faut toujours poser le pour et le contre dans tous ces aspects-là. Est-ce qu'il y a une autre question ou est-ce Il que y en a quelques autres, oui. Je suis désolée, il y en a quelques autres. Une autre question je voudrais une précision sur l'enrubané. Est-ce que le deuxième type, le plus fermentescible, peut-il être dangereux pour nos équidés? Je pense que oui, c'est des histoires de conservation. Donc de nouveau, je ne suis pas nutritionniste, il faudrait vraiment se renseigner, mais clairement, dès que ça fermente, c'est pas bon et on a des chevaux qui peuvent développer des coliques par rapport à des qualités d'enrubané qui sont pas adaptées. Donc ça, faut vraiment se méfier et vraiment s'en référer à des gens d'expérience qui ont utilisé ce type d'enrubané ou votre vétérinaire qui connaît des chevaux et pour telle et telle raison, notamment pour les chevaux emphysémateux, hein, on a toujours ce problème-là de la qualité du fourrage et de devoir les affourager, c'est nécessaire. Et du coup, si on n'a pas d'herbe, on peut se tourner vers l'enrubané, ce qui est logique. Mais du coup, il faut vraiment prendre des avis avant de. Enfin, moi, j'éviterais d'acheter de l'enrubané comme ça à un fournisseur sans savoir parce que souvent, ils n'ont pas cette différence entre le système digestif des ruminants et des équidés, comme je le disais au début de la présentation. Là, j'ai 2 questions qui se ressemblent un petit peu. Oui. Une question sur un troupeau de 14 poneys qui mangent à volonté du foin dans de grands filets. Je mets 4 pôles pour équilibrer, mais certains poneys sont vraiment énormes. Pourtant, ça fait plusieurs années, tous ne se régulent pas.
Et j'ai une deuxième question qui est similaire. Si les chevaux sont à volonté sur du foin enfilé, grosse balle ronde depuis 2 ans et qu'ils ne se régulent pas, comment faire? Ouais, bah là, il faut voir aussi le comportement de ces chevaux-là, spécifiquement et peut-être, du coup, envisager de les rationner. À part ça, après, il faut voir alors après, il faut voir entre, c'est difficile aussi de parler de régulation dans la mesure où, bon, ils sont en groupe. Là, est-ce que alors je ne sais pas si les personnes qui ont posé les questions peuvent, me répondre du coup, savoir si le fait de quand vous dites, qu'ils ne se régulent pas, est-ce que c'est, vous le voyez à leur comportement? C'est-à-dire qu'un cheval, qui va y être plus mais dans ces cas-là, c'est pas forcément gênant qu'il y soit plus. C'est gênant si vraiment il s'engraisse. Après qu'il ait un ventre développé, ça c'est pas forcément gênant parce qu'au travail, les abdos remontent et le cheval, peut quand même, correctement travailler. C'est gênant en effet s'il développe du gras. Donc, je ne sais pas si c'est ce souci-là. Donc pour le moment, c'est pas précisé. Peut-être que les gens, ils s'engraissent apparemment. Ils Ouais. s'engraissent. Donc là, on est probablement plus sur un problème métabolique et ça, c'est bien le souci quand on a des chevaux en groupe. Et moi, à la maison, j'ai ce cas-là aussi, hein, des chevaux qui ont pas les mêmes besoins physiologiques. C'est très embêtant de les nourrir, de la même façon, en fait. Donc ces chevaux-là, soit on les extrait du groupe et on fait un lot de gros, de gros dans le sens, les gras. Donc dans les pensions, maintenant, ça se fait de plus en plus, hein, d'avoir des lots de chevaux à faible besoin et du coup d'adapter l'alimentation et donc d'avoir un foin plus pauvre, par exemple pour eux, de les mettre à pâturer sur de l'herbe, que quand elle est très haute, pas quand elle est en cours de croissance parce qu'on sait qu'ils ont des risques de fourbure et cetera et donc pour eux, c'est adapter leur alimentation, voire, dépister, pour certains, s'il y a un syndrome métabolique équin qui est présent, donc un taux d'insuline, anormalement élevé, ou un syndrome de Cushing aussi. Donc ça peut être des pistes aussi à explorer et à part, adapter, pour ces individus-là, heu, le régime alimentaire, c'est en effet, c'est compliqué quand on a des chevaux à besoins différents, comme un poulain en croissance mis avec, par exemple, des chevaux qui ont des faibles besoins, bah, c'est sûr eux, ils seraient bien sur des prairies très riches ou du foin très riche, ce qui ne correspondrait pas à, je sais pas, des poneys, shetland d'une cavalerie de club, par exemple. Ouais. Heu Et ça, c'est une vraie difficulté, parce qu'on ne le sait pas au départ. j'ai une question aussi sur des chevaux vieillissants, Mmh. 25 ans et plus. Les besoins changent-ils? Faut-il compléter en concentré? Est-ce que le foin à volonté est suffisant? Non, il ne sera pas suffisant. Alors ça, c'est un nouveau sujet, voilà, que j'ai pas traité là, mais, je dirais la gériatrie équine, c'est, quelque chose qui se développe parce qu'on garde maintenant nos chevaux vieillissants et ils peuvent, atteindre, la trentaine d'années. Maintenant, c'est assez fréquent, alors qu'avant, on les gardait pas aussi longtemps et du coup, il y a toute une alimentation aussi qui se développe, autour, pour ces chevaux-là. Tant qu'ils ont leurs dents alors parfois, ils ont encore leurs dents, mais leur table dentaire est devenue lisse et donc ils ne sont plus, efficaces pour broyer les fourrages. Donc on a l'impression qu'ils mangent encore du foin, même sans qu'ils recrachent du foin. Alors, si on est au stade où on voit qu'ils font des boulettes et qu'ils recrachent de l'herbe ou du foin, là, c'est clairement, et puis en général, ils ont commencé à maigrir, c'est sûr qu'il faut les complémenter avec des concentrés et aussi avec, des fourrages, alors je sais qu'il y a le préalpin, enfin il y a plein de gammes de produits maintenant, que je connais pas forcément, moi personnellement bien mais qui existent et du coup trouver des substituts parce que, de toute façon, ils sont plus efficaces, pour manger, le foin et le broyer correctement et donc faire cette prédigestion, enfin cette mastication, elle est plus efficace et donc et puis de toute façon, à partir du moment où ils ont perdu des dents, c'est le début de la fin de la mastication, ils sont plus capables de faire ça donc il faut en effet, c'est sûr après, on a des chevaux, des poneys qui atteignent 30 ans et qui, se contentent, du foin et tout va bien et c'est tant mieux. Mais ça dépend, c'est vraiment au cas par cas et dès qu'on voit, que ça commence à devenir, dur, en particulier en hiver quand, vraiment il y a pas d'herbe, il faut adapter l'alimentation et c'est même, ça devient même un sacerdoce parce qu'après c'est plusieurs repas dans la journée, pour que ces chevaux-là mangent à part, pour pas que les autres leur prennent leur nourriture, à moins qu'on ait que des vieux, mais en général, ils sont avec d'autres aussi.
Ah, et j'ai encore quelques questions. Quelle solution d'alimentation individuelle serait envisageable pour du à volonté en boxe? Eh ben, les systèmes, alors il y a les systèmes, comme je montrais avec, les ouvertures de box, vers l'extérieur, mais bon, simplement affourager, plus régulièrement, dans la journée, hein, et s'arranger pour que le cheval ait du foin en permanence. Donc, peut-être faire une, 2e, 3e, 4e distribution de foin si on n'a pas non plus les moyens de transformer son écurie et de faire autrement. Les systèmes, il y a un moment, on a vu heu, des sortes de mangeoires d'angles pour y stocker du foin. En fait, les chevaux n'aiment pas les utiliser, parce qu'ils ont la tête dedans et du coup, ils sortent le foin et ils le mangent à l'extérieur, ce qui fait que bon, ils vont quand même, le risque de gâcher est quand même là. Donc après, c'est à voir. Si les chevaux ont suffisamment de foin, on peut mettre des grosses quantités de foin et le gâchis est pas forcément si énorme que ça. Donc, il y a des solutions, ça dépend aussi des infrastructures, qu'on a à sa disposition et puis aussi de la main-d'œuvre, à disposition des personnes, si elles sont d'accord ou pas, de remettre du foin. Il y avait aussi une question sur la frustration si on rationne. Ouais et ben ça, c'est le problème avec les filets à foin notamment. Donc, on génère de la frustration aussi pour les chevaux dont je vous ai montré la photo là, par exemple, quand on met un panier à un cheval, qui est, par exemple, syndrome métabolique équin et qui est quand même en prairie avec, les autres et ben, entre 2 mots, lequel choisir? En général, quand on est propriétaire, ou gérant d'un cheval, qui, risque une fourbure, ben, on préfère qu'il ait un petit peu de frustration avec sa muselière plutôt que d'être en fourbure, quoi. Donc, après justement ces systèmes de panier, ils créent de la frustration surtout au début quand le cheval ne sait pas l'utiliser, parce qu'il y a quand même des trous, à travers lesquels ils peuvent s'alimenter et en fait, ils peuvent, petit à petit développer comme dans les filets à foin, une manière de prendre, une préhension pour, heu, prélever du foin d'ailleurs ou, des végétaux, sur pied et donc la frustration diminue avec l'expérience. Donc ça, c'est quand même aussi, rassurant de se le dire, c'est que, on n'est pas obligé non plus, sauf en cas, bon, de fourbure, avérée, mais on n'est pas obligé de tout de suite mettre 24 heures sur 24, par exemple, un panier à un cheval ou à un poney. On peut, lui mettre, la journée, par exemple, s'il est à l'herbe, on peut lui mettre la journée, parce que c'est là où l'herbe est la plus riche en sucre et la nuit, la photosynthèse est arrêtée du fait de l'obscurité. Donc là, il pourrait, manger un petit peu d'herbe et on lui enlève le panier la nuit, on lui remet le matin et donc déjà ça permet de s'habituer et puis après on peut, le mettre plus longtemps. Pareil pour les filets à foin, les personnes les nutritionnistes, qui les préconisent vont, préconiser de mettre du foin en vrac et du foin dans le filet pour que le cheval soit pas trop frustré au départ et que petit à petit, il apprivoise, son filet et on diminue la quantité en vrac, par rapport après à la quantité qui est, dans le filet. Donc oui, il y a de la frustration, mais ça dépend comment on le fait et puis, elle diminue avec, l'expérience. Hem, Encore une petite question. Un avis sur l'orge trempée mais non gerbée, qualité nutritionnelle, heu, Je pourrais pas vous répondre, problème possible? c'est pas mon c'est pas mon domaine, après, ça alors c'est là où j'ai critiqué, les travaux, zootechniques en disant: «Voilà, on est capable de calculer des rations, mais en même temps, on en revient», là, pour le coup, pour savoir ça, on se réfère à des ouvrages, d'alimentation équine et on va voir, quel est, l'apport nutritionnel de l'orge trempée. C'est dans les tables des nutritionnistes équins et on peut le trouver, notamment il y a un bouquin qui fait référence qui s'appelle le Voltaire, qui a été réédité, qui est aux éditions de la France agricole, dans lequel vous trouverez tout ça. Après, hésitez pas non plus à aller sur, les fiches Wikipédia de l'IFCE et vous avez des très bonnes, informations très synthétiques à valeur scientifique. Donc vraiment moi pour moi, j'y vais les yeux fermés, sur ces fiches-là. Il est possible que sur l'alimentation, vous ayez ce genre de réponse. Je vois que dans le fil de discussion, il y a encore deux, trois petites questions.
Doit-on comprendre qu'un cheval présentant de l'embonpoint, affouragé à volonté et complémenté en CMV a soit un problème métabolique, soit une mauvaise complémentation? C'est possible. Oui, je pense que c'est pas à exclure. Si vraiment quand je dis embonpoint, c'est vraiment les points de gras, hein. C'est alors de nouveau là, si vous voulez bien avoir en tête, comment on évalue la condition corporelle d'un cheval, sur les fiches Wikipédia, de l'IFCE, il y a justement des exemples de notation pour vraiment, être sûr qu'on parle de la même chose quand on parle d'embonpoint. Voilà, on regarde ça, on voit si, en note de condition corporelle, comme la photo du poney que je montrais, quelle est sa note? Et en effet, s'il est classé, gras, on peut se poser la question, ouais. On peut vraiment se poser la question et en fait, on en a plus qu'on ne croit, des chevaux qui sont en souci métabolique aussi, hein. Mmh. Dernière question, ça rejoint la précédente. Le CMV est-il nécessaire pour un cheval à l'herbe à volonté et foin en hiver? L'herbe est-elle carencée? Si oui, en quoi? Et ben ça dépend des prairies. Donc, soit on connaît, on fait des analyses, alors moi personnellement, par exemple, j'ai mes chevaux chez moi, j'ai jamais fait d'analyse et donc, comme je sais qu'en hiver je complémente, avec des concentrés en plus du foin à volonté, je vais pas apporter de CMV. Par contre, en été, bon, je sais ils sont à l'herbe, les probablement en plus j'ai pas des parcelles égales, bon, je pourrais apporter un CMV, après, chevaux carencés ou pas, ça dépend aussi, ce qu'ils font. Maintenant, c'est très à la mode aussi de donner des CMV. Est-ce que c'est indispensable? Je pense que si on est sur des chevaux de sport, oui, je pense que c'est important si on veut de la performance, aller, dans le moindre détail. Bon, dans l'herbe, normalement, il y a des choses et après les aliments concentrés en hiver, quand on complémente en hiver, ils sont équilibrés donc il y a pas besoin de se préoccuper là des CMV. Mais en période de mise à l'herbe, on pourrait éventuellement aller, se creuser un peu plus la tête. Mais ça dépend de voilà, de chacun et de son envie. Bah, je crois qu'on va s'arrêter là pour les questions. Je sais Et que peut-être peut-être je peux Fanny. juste, Oui, allez-y, ouais, pardon. je peux juste compléter sur, évidemment ça dépend de si on a un cheval en croissance, là je dirais pas la même chose. Sur un cheval jusqu'à l'âge de 5 ans, par contre, je pense qu'il faut être attentif, à la complémentation, pour être sûr, qu'il y a un bon développement minéral, en particulier, quoi. Après sur des chevaux adultes, qui ont fini leur croissance et qui ont pas de problème particulier, l'herbe doit quand même, en général apporter, ce qu'il faut. Merci beaucoup, Hélène. Fanny, est-ce que vous voulez dire encore Oui, quelque chose? pardon. Moi, j'aurais aimé juste rajouter quelque chose sur le gaspillage. Oui. On en entend beaucoup parler. Dès qu'on parle de foin à volonté, tout de suite, les gens disent, oh là là, mais ils vont gaspiller. Bon. Alors, oui, ils gaspillent, mais je dirais que c'est un comportement du cheval qui est normal parce que c'est sûr que si vous mettez pas de filet sur votre foin, le cheval, il va mettre son nez dedans, il va le sortir, il va fouiller, il va trier. Bon, c'est un comportement normal, mais c'est un comportement qui est gênant pour nous, c'est sûr, et qui nous inquiète toujours beaucoup parce qu'on a l'impression vraiment de balancer de l'argent par les fenêtres. Euh, alors, j'ai fait des calculs et en fait, ça m'a tranquillisée parce que j'ai fait un scénario catastrophe. Euh, Comme quoi un cheval gaspillerait 30% du foin qu'on lui donnerait. Et en fait, à l'arrivée, euh, eh ben, ça coûterait, donc pour du foin, bon, alors je vous passe les calculs fumeux, mais pour une botte à 5 euros de 25 kilos, si le cheval en gaspille 30%, ce qui est énorme, c'est vraiment énorme, ça veut dire que la botte n'est pas belle, ça vous coûte 1,50 € par jour et par cheval, si vous lui donnez la botte entière, hein, de 25 kilos, ce qui est énorme aussi et qui n'est pas vraiment la réalité. Donc, ça fait 1,50 € par jour et par cheval. Euh, je trouve que ça compense largement des frais éventuels vétérinaires pour des coliques ou des ulcères. Euh, voilà,
je trouve que c'est pas... Ou alors, tout simplement, ça peut être compensé en faisant payer des séances à 1 euro de plus. Enfin, voilà, c'est facilement... on peut pallier facilement à 7,50 € là, qui serait dépensé pour rien, entre guillemets, dans la journée. Voilà. Donc, je trouve que le gaspillage, ce n'est pas un si gros problème. Personnellement, moi, mes chevaux à la maison, j'en ai 5. Ils sont sur 2,5 hectares d'herbe, ce n'est pas énorme. Et donc, ils sont à la fois à l'herbe et au foin, même en été, je leur donne du foin. Ils en gaspillent beaucoup. Le foin est dans des mangeoires, je ne mets pas de filet, mais ils n'en gaspillent pas 30%, hein, beaucoup moins que ça. Alors évidemment, ben, j'en ai 5, donc j'en ai 2 qui sont trop gros, j'en ai 2 qui sont bien, et j'en ai un qui est maigrichon parce que c'est un jeune cheval. Voilà. Donc lui, je le complémente en granulé. Bon, alors évidemment, ben, il faut bien les surveiller, il faut... Enfin, voilà. Mais je voulais dire, en tout cas, souligner le fait que cette histoire de gaspillage, ben, c'est pas si énorme. Et on fait facilement une fixette là-dessus, alors que le problème n'est pas si gros, si je puis dire. Voilà. Et puis, pour l'histoire des gros chevaux, que les chevaux sont trop gros, alors oui, il y a des chevaux trop gros. Moi, j'en ai 2 trop gros dans les 5, mais ils n'ont pas de boiterie. Ils sont vieux, hein, pourtant, c'est des chevaux retraités. Ils ne boitent pas, ils vont très bien. S'ils travaillaient, ils ne seraient certainement pas trop gros. Et dans les 2 gros, il y a un Shetland, hein, aussi. Donc après, la grosseur, l'obésité du Shetland, tout est relatif quand même. Bon, donc voilà, je pense qu'il faut relativiser aussi sur tout ça. Et puis, je voulais revenir aussi sur la quantité. Tu disais que c'était 25 kilos. Ton calcul, c'était sur une botte de 25 kilos Sur une par botte de cheval. 25 kilos, Ouais. ce qui est Et, énorme, hein, pour un c'est cheval énorme. par jour. C'est ça. Oui, on compte pour un cheval de 500 kilos qu'il faut peut-être 12 kilos. Donc, ce serait la moitié. On pourrait même diviser par 2 le coût Oui, journalier, quoi. vraiment, j'ai fait un scénario Ouais. catastrophe, hein. Vraiment, Ouais. c'est le pire du pire. C'est le pire du pire et au final, on peut le compenser, ce coût de gaspillage. On peut le compenser facilement par des petits aménagements. Enfin, il y a des solutions. Quand j'avais mon club, mes chevaux étaient au foin à volonté, hein, et franchement, le jour où j'ai pris cette option, je me suis dit, mais pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt, hein? Bien. Est-ce qu'on arrive au bout? Est-ce qu'on a à peu près tout dit? Il y a Émilie qui a levé la main. Je crois que plusieurs fois, elle a levé la main. Alors, peut-être qu'on peut... Alors, ça aurait été bien qu'elle partage sa question par écrit parce que... plutôt par écrit, hein. Oui, on n'a pas la possibilité de faire interagir les gens directement. C'est un peu compliqué. Et sinon... Ok. Et est-ce que Tony... Par contre, j'aimerais, oui, Tony, de toute Oui, façon, je souhaiterais qu'éventuellement, il apporte la conclusion conclusion. à tout Très ça, bien. parce que je ne voudrais pas qu'on déborde Tout à trop fait. sur notre horaire. Et bien évidemment, les gens qui ont encore des questions, comme je disais au départ, on peut tout à fait faire passer les questions à Hélène. Je pense qu'il n'y aura pas de souci, ou à Fanny. Enfin, on a des relais éventuels pour continuer à échanger sur ce sujet-là. Est-ce que Oui, Tony... c'est bon, j'ai activé mon micro. Alors, je suis désolé, je vais rester très impoli et vous ne verrez pas ma tête, mais j'ai eu déjà énormément de mal au début à arriver à me connecter. J'ai une très mauvaise connexion aujourd'hui, donc je vais éviter de mettre la vidéo parce que je risque de vous perdre. Alors, déjà, Hélène, par rapport au témoignage, effectivement, nous, on a essayé il y a quelques années, tu étais venu faire un stage chez nous à cette occasion-là, quand on mettait en place un système de foin à volonté avec des cadres de slow feeding qui ressemblent un peu à ce qui a été expérimenté au Haras Suisse, la caisse avec une grille qui était elle métallique. Nous, on avait choisi cette grille sous forme de filet souple. Bon, ça n'a pas été extrêmement concluant parce que d'une part, c'était très chronophage dans le temps qu'on y passait et ça
ça a créé des comportements de frustration presque pires que ceux qu'on pouvait voir sur des chevaux qui attendaient la ration suivante de foin, alors qu'on a toujours, malgré le fait qu'on rationnait les chevaux, été sur un apport extrêmement important de fourrage, donné en 3 fois quotidiennement avec des grandes quantités. Et en général, quand on donnait la ration suivante, il restait toujours des traces de la ration précédente dans les paddocks. Donc, on a préféré reprendre ce fonctionnement-là. Et là, depuis quelques semaines, on est passé on a restructuré totalement notre installation pour que tous nos chevaux soient dans des paddocks plus grands, en groupe, avec un apport de fourrage à volonté non slow-feedé. Sur des grosses bottes, et puis on verra, voilà, on verra ce que ça va donner. Après, je rejoins ce que disait Fanny sur le fait que quand on donne à volonté, effectivement, et fatalement, il y a un peu de gaspillage, il y a un peu de surconsommation de foin, il y a un surcoût. Le scénario que tu donnais me semble être quand même vraiment très, très, très catastrophe, parce que c'est vrai que nous, on l'a estimé, parce que fatalement, quand on essaie de changer un système économique qui est efficace et qui est à l'équilibre, on se pose toujours la question. Et on n'est pas à 1,50 € par jour par bête, parce que sur une écurie où il y a une quarantaine de chevaux, on commence à y réfléchir. 1,50 € par jour par bête, ça fait, à la fin du mois, ça fait quand même des sommes. Et on en est quand même assez loin, quoi. Il y a un léger surcoût, mais qui n'est pas de cet ordre-là. Après, voilà, si je fais une conclusion d'ordre beaucoup plus générique, je vois que Stéphanie commence à stresser pour le timing, donc je vais abréger. Déjà, je veux remercier tout le monde, les intervenants, Stéphanie pour cette organisation. C'est pas le premier webinaire qu'organise le Creux Sud. J'ai eu la chance d'assister à plusieurs d'entre eux. Je trouve que d'une fois à l'autre, ça monte vraiment en qualité. C'est quelque chose qui est très intéressant. C'est un format qui a le mérite aussi de permettre à tout le monde de le revoir, même si on est sur des temps qui ne correspondent pas à nos temps libres à l'instant T. Donc voilà, je voulais remercier tout le monde pour l'organisation, la participation, remercier Fanny d'avoir orchestré tout ça et Hélène d'avoir participé. J'espère être disponible pour l'épisode 2 de cette thématique. Je ne sais pas pour quand il est prévu, mais j'essaierai d'être avec vous encore, et je vous remercie encore à toutes et tous. Merci beaucoup, Tony, pour cet échange. J'ajouterai pareil, je remercie beaucoup les intervenants et les participants. Petit rappel, le 22 juin, dernier webinaire sur la thématique, les outils, les bonnes pratiques, les outils pédagogiques et les bonnes pratiques. On diffusera bientôt sur les réseaux. Et puis, écoutez, le mot de la fin. Merci pour cette présentation. Merci à vous. Merci Hélène. Merci Fanny. beaucoup Hélène. Merci à tout le monde. Merci de votre attention et bonne soirée. Et à bientôt. Et bonne soirée à tout le monde.